Alors effectivement, un mot sur les perspectives, mais juste avant, on m'a demandé aussi, au nom des organisateurs et organisatrices, de parler aussi des quelques points qui n'ont pas forcément été abordés aujourd'hui. On n'a pas pu tout voir. D'abord, donc au nom des organisateurs et des organisatrices, un hommage à toutes les personnes tuées, éborgnées, emprisonnées, humiliées, à toutes les personnes qui ont été victimes de l'État. Et en particulier, hommage à Zineb Redouane, qui est morte début décembre, le 2 décembre, tuée donc par un policier. Zineb Redouane, une vieille dame de 80 ans, une vieille dame arabe, voilée, voilà, qui n'est malheureusement pas le symbole de ce mouvement social, mais qui doit l'être pour nous aujourd'hui. En tout cas, c'est mon symbole à moi, du mouvement social, donc voilà, hommage à elle. Malin contre l'État, parce que comme tu le rappelles souvent à ça, l'État c'est une machine de guerre, donc c'est pas aujourd'hui le 11 mai qu'on va réussir à mettre à mal cette machine de guerre. Évidemment, ça ne peut pas être one shot, donc évidemment on est amené à se revoir, on est amené à préciser les choses, à se tromper, à rectifier, etc. etc. On a parlé d'autodéfense numérique, par exemple, on a parlé de clandestinité, etc., etc. Donc toutes ces choses-là, évidemment, demandent à être travaillées. Donc voilà, on est condamné à se revoir, on est condamné à agir aussi, à ne pas rester comme ça, tranquille, à la bourse du travail de Paris, mais à être en action, à être voilà, sur le terrain, etc. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine, parce que voilà, le système, la machine de guerre, ne va pas se laisser abattre aussi facilement. Et donc, lutter, et ça il faut le rappeler, il faut le rappeler, lutter, ça va nous coûter. Voilà, c'est le jeu, en fait. Il ne faut pas s'étonner d'être réprimé. Si on est réprimé, c'est parce qu'on est vivant. Si on est réprimé, c'est parce qu'on lutte. Voilà, et ça, c'est important de le dire. Moi, j'ai eu un rappel du fait que la lutte coûte. Bon, déjà avec Rémi Fraisse, déjà qui n'est pas mort par accident. S'il est mort, c'est parce qu'il a lutté. Mais j'ai aussi un rappel lors du mouvement des Gilets jaunes, lorsque j'entendais des Gilets jaunes de cette France dont je parlais ce matin, profonde, qui est pour moi inconnue en fait, qui me faisait peur jusqu'à il y a peu. Des Gilets jaunes qui arrivaient, et semaine après semaine, malgré les images dont on a parlé médiatiques, de personnes éborgnées, tuées, blessées, etc., continuaient à venir semaine après semaine et répéter, vous l'avez certainement entendu, répéter qu'ils étaient là, quitte à mourir. C'était une question de vie ou de mort, et qu'ils allaient aller jusqu'au bout. Et ça, c'est important voilà, de se souvenir voilà, de ce qu'est la lutte en réalité. Il y a une petite histoire que je raconte souvent, qui est importante pour moi, c'est Jamila Bouhired, donc une résistante, une poseuse de bombes, comme on disait à l'époque, on le dit moins maintenant parce qu'on bégaye avec ce genre d'expression aujourd'hui, mais c'est voilà, une militante du FLN qui s'est battue avec d'autres contre la colonisation, voilà, contre l'injustice. Et elle a été jugée par un tribunal colonial, on l'a condamnée à mort. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est tapée une barre. Voilà, elle a commencé à rigoler. Voilà. Et en disant, c'est symboliquement pour dire au juge, en fait, vous pouvez y aller, vous pouvez me tuer moi, Jamila Bouhired, petite Jamila Bouhired, individu, c'est pas grave, la cause est là. Voilà. Et la lutte ne s'arrêtera pas. Voilà. Et ça, c'est important de se souvenir aussi, en termes de transmission des luttes, de se souvenir de ce qu'est la lutte, et aussi de se mettre d'accord sur jusqu'où on va ensemble dans la lutte, voilà, jusqu'où on est prêt à aller. Bon, en sachant que voilà, moi aussi, comme vous, je préfère ne pas mourir, et que justement, il faut travailler stratégiquement à ne pas être tué ou blessé, mais voilà, mais jusqu'où on est prêt à aller. Alors, ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est clairement la répression de l'État. C'est pour ça qu'on est là ensemble aujourd'hui. Voilà, l'année dernière, à la même date, il n'y aurait pas eu ce rassemblement. Ça, il faut le dire très clairement. Ce qui nous a rassemblés aujourd'hui, c'est la violence de l'État. Voilà, la répression de l'État. Alors, il y a un truc que je dis souvent aussi, c'est que, alors moi, j'ai peur qu'on mette mes enfants dans un train. Voilà, je le dis vraiment raccourci. Moi, c'est une peur que j'ai. Voilà, en tant que descendante de l'immigration postcoloniale, en tant que femme, moi, j'ai peur qu'un jour, et en particulier depuis 2015,
jusqu'à l'année dernière, j'avais peur qu'on prenne mes enfants, qu'on les mette dans des trains. Voilà, je connais un petit peu l'histoire de France, et je sais que c'est possible. Ça peut arriver ça peut s'accélérer très très vite. Il y a eu des mouvements comme ça d'accélération, notamment en 2015, Charlie Hebdo et Bataclan, ce qui s'est passé après, avec les perquisitions, etc. etc. Mais ce qui me fait peur, c'est pas tant l'État autoritaire. Voilà, parce que l'État autoritaire, on le connaît. Moi, l'État autoritaire, je le connais. Je suis originaire du Rif, au Maroc, dans les années 20. L'État français, c'était Pétain, et c'est pas Pétain de Vichy, hein, c'est le Pétain beau gosse, héros de la guerre, etc. Le Pétain, donc l'État français, a bombardé le Rif de gaz moutarde. Il a fait des milliers de victimes. Aujourd'hui, la région du Rif, c'est la région où il y a le plus de cancer du cavum au monde. Moi, je suis descendante de ça. Donc moi, j'ai pas découvert l'autoritarisme de l'État français, là, avec le mouvement des Gilets jaunes. L'autoritarisme, je connais. Je vois que vous rectifiez à chaque fois et que vous complétez, et vous faites bien, monsieur, donc tant mieux. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, mais je ne dis pas ça contre vous, monsieur. Ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui me fait peur, donc c'est pas l'autoritarisme, ce qui me fait peur, c'est plutôt la résignation. Le fait que les gens se résignent. Je pense que c'est plutôt ça le terreau du fascisme, c'est la résignation, en fait. Le fait que les gens se résignent, je vais aller très très vite, le fait que les gens se résignent à leurs conditions de vie, en fait. La résignation, et ça, il faut que je le dise aussi, ce qui me fait peur aussi, c'est l'indifférence. Et notamment l'indifférence au sort des plus dominés que soi. Voilà. Et ça, il faut que je dise, quand même, à un moment donné, qu'il y a quelques années, donc juste après les attentats de Charlie Hebdo, quand un petit garçon de 8 ans, Ahmed, a dit une petite blague, ou en tout cas, il a parlé pendant une minute de silence. Voilà. Il s'est retrouvé en garde à vue. Voilà. À 8 ans. Qui a bougé en France? Est-ce qu'il y a une mobilisation pour dire c'est scandaleux, là, la ligne rouge a été franchie? On va tous se mettre derrière ce petit de 8 ans, un petit garçon de 8 ans. Non, qu'est-ce qui s'est passé? C'est resté dans un microcosme militant, parce qu'on a considéré, je le dis, que cet enfant, en fait, c'était pas un enfant, c'était un arabe. C'était une menace arabe, c'était une menace islamiste. Personne n'a dit ça. Il y a très récemment, quelques années, il y avait cette idée de projet de loi autour du fait que de la possibilité d'enfermer des enfants dans des camps, dans des centres de rétention. Qui a bougé? Il faut dire c'est un scandale. Déjà, personne ne doit aller dans un centre de rétention sous prétexte de papier, pas papier, etc. Mais la ligne rouge, ce sont les enfants. Qui a bougé? On enferme aujourd'hui des enfants. Ils naissent. Je parle de mouvement de mobilisation générale, je ne suis pas en train d'attaquer un tel ou un tel, je ne suis pas là pour donner des bons points ou des mauvais points aux individus. Je parle de mouvement national. Dernier exemple, et c'est le dernier exemple, et c'est important de le dire ici pour qu'on se mette d'accord pour la suite, c'est le dernier exemple. Lorsque, dans les quartiers populaires, des militants sont attaqués par des organisations réactionnaires et sont qualifiés de communautaristes, d'islamistes, etc., alors qu'on sait très bien que c'est une question de pouvoir, c'est empêcher les organisations, les quartiers populaires de s'organiser de manière autonome. C'est tout. C'est qu'une question de pouvoir. Et on utilise des étiquettes communautaristes, islamistes, etc. pour casser les pattes des gens. Les organisations de gauche, pour la plupart, ont regardé ailleurs. Il y a eu une indifférence de la part de ces organisations de gauche. Voilà. Quand des femmes voilées sont massivement en France discriminées dans l'accès à l'emploi, parce que c'est ça, on vit dans un pays où les femmes voilées sont discriminées, interdites d'accès à l'emploi, interdites quasiment totalement. Est-ce qu'il y a une grande mobilisation nationale? Donc, monsieur, une grande mobilisation nationale de millions de personnes, comme en 83, par exemple, comme dans d'autres pays, aux États-Unis, ailleurs. Est-ce qu'il y a une grande mobilisation nationale pour dire non, nous refusons le système raciste? Voilà. Et ça, c'est important de poser cette question-là de l'indifférence au plus dominé que soi. Voilà. Donc, la balle est dans notre camp. Pour ce qui concerne la résignation, moi, je parle aussi de ma résignation potentielle. La balle est dans notre camp pour ce qui concerne la résignation. La balle, voilà, est dans le camp des organisations de gauche, notamment pour ce qui concerne l'indifférence, parce qu'il faut lutter contre un système d'oppression, il faut qu'on se mette d'accord sur les objectifs, lutter contre un système d'oppression, de classe, de genre, de race, donc lutter contre, en particulier, le système raciste que subissent les Noirs, les Arabes, les Roms, les femmes voilées, etc., toutes les personnes qui subissent le racisme, donc ne me dites pas les Asiatiques, etc., j'ai dit etc. Donc toutes les personnes qui subissent le racisme, je ne suis pas là pour faire un catalogue ethnique, donc toutes les personnes qui subissent le racisme, voilà, pour dire que, voilà, on se bat pour une société plus juste, plus égalitaire, mais on se bat contre ce système d'oppression dans sa globalité, ou alors c'est pas la peine, il faut aller cultiver la tomate ailleurs. Si on ne se bat pas contre l'intégralité du système d'oppression, on ne va pas se mettre d'accord sur les objectifs. Alors, sur comment on lutte, et je termine là-dessus, sur comment on lutte ensemble, ça a été dit, mais je le dis juste avant de donner les dates, comment on lutte sur des luttes concrètes. Là où on
est, au niveau local en particulier, parce que c'est là que ça se passe. Il faut travailler, ça a été dit, à une mobilisation de masse. C'est pas la peine de se convaincre ici entre nous, on est globalement d'accord. Il faut travailler à une mobilisation de masse. Donc par exemple, quand on dit les quartiers populaires, il faut y aller par exemple, les quartiers populaires. C'est pas ici Paris République qu'on va toucher, qu'on va mobiliser les quartiers populaires. Donc il faut travailler là où on est sur des luttes concrètes et quotidiennes. Les dates et perspectives, parce que c'était pour ça en fait que j'étais là à la base, si j'ai fait une longue petite introduction. Samedi 18 mai, appel de l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes à Saint-Nazaire, pour un acte national et donc pour l'amnistie des prisonniers et condamnés du mouvement des autres luttes et des quartiers populaires, donc le 18 mai. Le 28 mai, pour ce qui nous concerne ici, une réunion publique pour tirer le bilan de cette journée et dessiner les perspectives et actions communes pour la suite, donc ici à la Bourse de Travail de Paris, le 28 mai. Toujours le 28 mai, soutien aux décrocheurs à Bourg-en-Bresse, ça a été dit ce matin. Le 6 juin, une mobilisation, je termine sur les dates très vite, une mobilisation contre les violences dans l'éducation nationale, et c'est porté par Sud Éducation, voilà, le 6 juin. Le 15 juin, marche de commémoration pour Lamine Dieng aux Amandiers à Paris. Fin juin, une journée d'action et de rencontre sur l'écologie dans les quartiers populaires, la question de l'alternative végétarienne, l'assignation en résidence, la présence policière dans les cités, etc. À Bagnolet, c'est fin juin. On donnera les précisions, on donnera les précisions plus tard. Le 20 juillet, ça a été rappelé par Assa Traoré, rendez-vous à Beaumont-sur-Oise. Le 11 septembre, les décrocheurs, donc, qui sont devant la chambre, la 16e chambre. Voilà, les décrocheurs. Pas de justice, pas de paix, gloire à nos luttes, et la lutte continue.